Une lecture analytique. Ben, là, par exemple, je l'ai fait en linéaire. Mais ça dépend du texte. Ok. Allez, Et là, ouais, je pense que c'était... Ouais. Ok. Alors, j'ai prêté mon livre à Blaise. Vous en avez besoin? Vous Sinon, savez quoi? j'ai fait un... Allez récupérer le vôtre. Ouais. Je vais lui donner le mien. Quel est le livre? Beaumarchais, le mariage de Figaro. Je l'ai. Vous voulez que je vous prête le mien? Non, c'est bon, moi j'en ai un. Ok. J'en ai un deuxième. Du coup, j'ai une question par rapport à l'épreuve de APD ou de MSP. Il n'y aura pas besoin de clé USB? Ils ne vont pas nous donner de clé USB? C'est quoi là, ces épreuves dont vous parlez? C'est pas la mienne? Bah si, c'est le KPLP, l'épreuve de lettres au KPLP en Je ES. demande à Madame Chevy ça sur le déroulement. Je pense pas, mais moi j'ai jamais fait passer le PLP. D'accord, J'étais prof en lycée et maintenant je suis à la fac et j'ai aucune idée. d'accord. Alors que Madame Chevy est prof en LP, donc elle vous répondra. Ah, d'accord. Guillaume, elle vous répondre. Comment? Vous pouvez répéter? Sur l'épreuve de MSP ou de APD dans le KPLP de lettres, est-ce qu'il y aura un format numérique, ça veut dire une clé USB qu'on devra utiliser? Non, pas en épreuve de lettres, uniquement en épreuve d'histoire-géographie. D'accord. Et c'est dans le cas où tu tombes sur le MSP en histoire-géographie, parce que tu as un corpus de texte et tu dois faire une diapo, en fait, un PowerPoint. D'accord, ok. Pas sur les lettres. Merci, parce que sur le rapport du jury, ça ne disait pas grand-chose dessus. Parce que sur les lettres, pareil, tu as une épreuve avec... c'est le APD en lettres. Tu as une épreuve avec un corpus à exploiter dans une séquence. Oui. Mais c'est pas la même... Enfin, il y a une petite nuance par rapport à l'histoire-géographie. D'accord. Tu n'as pas de numérique à faire. Oui, puis les autres, madame, je l'ai pas... Ce serait bien en fait que vous vous entraîniez, si ça vous prend pas trop de temps, avec Blaise, vous vous donnez un sujet, Ouais. et puis quand vous passez l'un et l'autre, en fait vous vous donnez à distance un sujet, Ouais. et rien que le fait... En vidéo, vous voulez dire En visio, ouais. Rien que le fait de vous écouter parler, et vous pouvez faire des remarques à l'autre par rapport à ce que vous voyez comme question qui serait posée, et puis sur la forme, répétition des tocs, répétition du langage, ouais. Après c'est pas comme la posture, c'est pour ça que je voulais vous voir en vrai, parce que en même temps je me fais pas trop de soucis pour vous, mais sur la posture et tout ça. Non, mais c'est toujours bien de faire un entraînement, au moins... Parce qu'en fait, il faut être à la fois modeste, humble, mais en même temps pas s'entêter dans une interprétation quand on veut vous faire revenir et puis vous demander de reformuler si vous ne comprenez pas la question. Et en même temps, il ne faut pas non plus dire tout remettre en cause parce qu'on vous pose une question. Donc il faut, comme je disais à ma fille, humble, modeste, mais pas arrogante. Et puis voilà. D'accord. Mais ça, en fait, vous, ça ne posera pas de problème. Et pensez à préparer un petit topo sur ce que vous faisiez pour que vous ayez décidé de changer. Ça, c'est des questions qui peuvent tomber... Moi, ça m'est déjà arrivé de poser ce genre de questions à l'oral quand vous voyez des gens d'un certain âge qui étaient en prise d'études. Que c'était particulièrement intéressant. Je leur demandais ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils changeaient. Notamment, par exemple, le fait d'avoir interrogé le libraire. D'accord. Donc en fait, on en avait déjà parlé. Vous attendiez plus un rôle du conseiller sur le fond, et puis finalement, c'est plus commercial. Ça vous intéressait moins. Ok. Alors, pour l'horaire, le téléphone c'est moyen. Alors si vous n'avez rien d'autre, ouais, il montre de toute façon le jour. Comment? Pour le temps en fait, c'est ça? Ouais, pour le temps. En fait, l'idéal, moi, quand j'ai fait passer mes euros, je me dis mais comment je vais faire parce qu'avec ça, ça ne va pas. En fait, j'avais pris
la montre avec laquelle mon mari court, enfin ma fille court. Ah, une montre connectée. Ouais, voilà. Comme ça, en fait, je voyais. En fait, j'avais démonté la montre, je l'avais posée sur ma trousse et je voyais bien. Et en fait, quand vous commencez, vous notez sur votre brouillon telle heure jusqu'à telle heure. Comme ça, en fait, vous savez jusqu'à quel moment, sans faire défiler un chrono, parce que ça, c'est horrible. Donc, il y a des gamins qui ont des chronos, je pense que c'est vraiment pas leur but à avoir. Mais vous voyez, une montre comme ça, c'est bien. Okay. Alors, donc là, c'est. Je vais quand même mettre un chrono. Parce que sachez que en fait, le jury note le départ. Mais je vous donnerai d'autres indications. Après, vous m'y ferez penser. Oui. Pour éviter d'avoir à répéter avec les lettres. Donc, 14h. Allez. Alors, je vais commencer par la lecture de l'extrait, quand même. Vous me donnez un. Non. Je lis tout l'extrait. Il ne faut pas commencer par la lecture de l'extrait, il faut faire l'introduction d'abord. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, bonjour. L'extrait. Vous avez dit bonjour, hein? Oui, j'ai dit bonjour. Non, mais vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, Oui. en arrivant, après vous dites plus. D'accord, oui. Alors, l'extrait qui m'a été proposé aujourd'hui d'étudier est un extrait du mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron-Beaumarchais. Donc l'auteur est né en 1732 et est mort en 1789. Donc c'est un écrivain, dramaturge, musicien et également homme d'affaires français. Donc son existence a été marquée par son empreinte dans le théâtre, connu pour son œuvre dramatique, en particulier dans la trilogie de Figaro, qui est composée du Barbier de Séville, le mariage de Figaro et la mère coupable, mêlant ainsi sa vie se mêlant étrangement à ses œuvres. C'est une figure importante du siècle des Lumières. Il est estimé comme l'annonciateur l'un des annonciateurs de la Révolution française et de la liberté d'opinion, qui résume sa pièce la plus célèbre, Le mariage de Figaro. Donc l'œuvre du mariage de Figaro, pièce de théâtre qui a été écrite par Beaumarchais en 1778, qui relate l'histoire d'un valet, Figaro, qui est en colère contre son maître, qui lui est un important comte, car il courtisait sa fiancée. Donc le mariage de Figaro ou la folle journée, puisque la pièce peut être nommée de cette manière-là aussi, est une comédie en 5 actes de Beaumarchais, et est présentée bien plus tard après cette publication par rapport à la censure dont elle a fait objet. Elle fut à l'époque critiquée pour la dénonciation des privilèges de l'aristocratie qu'elle met en scène. Donc c'est une pièce qui est à la fois comique et politique. Comique parce qu'elle mêle le comique de situation, notamment grâce à beaucoup de retournements de situation dans la pièce. Alors je vais me permettre de lire l'extrait. Donc c'est bien fait, c'est à ce moment-là. Alors. Le comte prend la main de sa femme. Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. La comtesse à part. Oh, la prévention a-t-elle ce bras ferme et rondelé, ces jolies voix pleines de grâce et d'espièglerie? La comtesse de Suzanne. Ainsi l'amour. Le comte. L'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir qui en est l'histoire, il m'amène à tes genoux. La comtesse. Vous ne l'aimez plus? Je l'aime beaucoup. Les 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous tant elle? Le comte le caressant. Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc, je ne sais pas. Moins d'uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme, quelquefois un refus, que sais-je? Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit, une fois, elles nous aiment. Non, c'est bon. C'est bon. J'aurai une petite question après à vous poser par rapport à ça. Je sais ce que vous allez poser, j'attendrai, je vous ça sera rien. Alors, Okay.
Alors, à l'analyse de l'extrait, donc c'est un extrait de la scène 7 de l'acte 5. Donc, acte 5 qui se situe dans le dénouement de la pièce. Le comte s'est rendu au rendez-vous envoyé par sa femme, qui se fait passer pour Suzanne. Donc, Suzanne qui est la future femme de Figaro, et qui est la femme de chambre de la comtesse. On a dans cet extrait une scène de théâtre à l'intérieur d'une autre, puisqu'en fait, on retrouve le comte et la comtesse, mais la comtesse qui se fait passer pour Suzanne. Le comte tombe dans le piège qui lui est tendu et avoue son amour pour la future femme de Figaro. Le comte ne se doute de rien et fait de nombreux compliments à celle-ci. On a dans cette scène une déclaration d'amour portant sur le physique de Suzanne. En secret, Figaro est caché pour assister à la supercherie auquel le comte a affaire. À travers de cet extrait, nous allons nous demander comment, dans ce jeu de rôle, Beaumarchais donne-t-il un aspect comique aux confidences du comte. Alors, le premier mouvement que je vais présenter dans cet extrait, c'est le personnage du comte, qui est un personnage qui se situe entre la séduction et ridicule. Donc l'extrait démarre sur une phrase exclamative, mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en fout que la comtesse ait la main aussi belle. Donc ce début s'appuie sur l'effet comique de la scène. Le spectateur sait que la comtesse est déguisée en Suzanne, et un quiproquo apparaît déjà aux yeux de tous. Il va adresser sans le savoir une série de compliments à sa femme. En effet, le comte, dans sa démarche de séduction, va faire une comparaison entre sa femme et Suzanne, notamment physique. A-t-elle ses bras fermes et rondelés, ses jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie. Il compare donc cette main à celle de la comtesse, ce qui est amusant pour le spectateur, puisque la comtesse, Suzanne est en fait la comtesse. Donc le conte est illustré comme prêt à tout pour arriver à ses fins. Il enchaîne une série de compliments qui le rend détestable, puisque dans son discours, c'est quand même embarrassant de ne pas pouvoir reconnaître les traits physiques de sa propre femme. La réplique « Oh, la prévention » de la comtesse vient appuyer la dimension comique de la scène. Elle a du mal à garder ses émotions, elle sort un petit peu de ses gonds face aux propos tenus par son mari. Le spectateur en est amusé par une situation grotesque et comique. Le comte, qui est un personnage manipulateur, est lui-même manipulé par sa femme et ses serviteurs. Le second mouvement va être la recherche de réponse par la comtesse auprès de son mari. Donc, tout au long de cet échange, la comtesse va profiter de son déguisement pour obtenir des confidences du comte. Le comte est ouvert et ne se cache pas. Donc, grâce à la didascalie de la voix de Suzanne, elle va encourager le comte à partir dans la confession sur le sujet que représente l'amour, sa conception du mariage et de l'amour. Donc, celui-ci affiche cet amour comme porté sur le désir et non sur le véritable amour passionnel. L'amour n'est que le roman du cœur. Donc ça, c'est la citation du conte, avec une métaphore. Avec cette métaphore, il dénigre le sentiment amoureux. Pour lui, l'amour est illusoire, le plaisir est réel. Il montre bien sa motivation auprès de la comtesse, avec la question « Vous ne l'aimez plus » par la comtesse. Cela insiste sur le fait qu'elle attend des réponses du comte, à savoir sa vision de l'amour et de la manière dont il considère l'amour qu'il entretient avec sa femme. Je l'aime beaucoup fait ressortir le fait que le comte aime sans passion particulière sa femme, et le mais vient montrer que le mariage n'est pas passionnant ou exaltant. Mais 3 ans d'amour, d'union rendent l'hymen si respectable. Ça, c'est la citation du comte. La question que vouliez-vous en elle se traduit par la réponse à la didascalie, la caressant, laissant apparaître l'autorité de la comtesse face à cet outrage, mais dites donc. Et enfin, le dernier mouvement du texte, c'est la lassitude du comte de l'amour, dans la dernière partie de l'extrait. Face à ce questionnement, le comte apparaît comme perdu, incertain, notamment en relevant « je ne sais pas ».
Il fait la liste de ses attentes, de ses prétentions. Moins d'uniformité peut-être, plus que piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme. Le conte montre que le mariage n'est pas fait pour lui. Il cherche plus de vibrations, d'intensité, traduit par le charme, un refus. Donc il recherche l'inverse de ce qu'est la facilité. En fait, pour lui, le mariage, c'est la facilité, c'est une routine, et lui, il cherche l'inverse de cela. En fait. Le nous et le nos vient à ramener le caractère universel de son discours. Nos femmes, nous aimants. Le conte affiche sa lassitude face à l'amour, comme le montrent les répétitions nous aime, nous aimants. Enfin, nous aime, pardon. La réaction de la comtesse face à ces propos de consternation, on voit un effet comique dans la scène. Ah, quelle leçon! Il y a un caractère assez ironique par rapport au fait que, d'une part, elle en apprend plus sur de ce que pense réellement son mari. Et aussi, il y a un côté un peu moqueur dans le sens où le conte prétend que cette vision du mariage est universelle. Donc le conte explique que l'infidélité se traduit par le manque de séduction chez les femmes mariées, il utilise en vérité, et l'utilisation du présent de vérité générale, nous poursuivons, nous fuit, montre que le conte permet de valider ses propos et de trouver une justification à son infidélité. Le problème vient de l'attitude des femmes et de leur incapacité à entretenir la passion au sein du mariage. Donc pour conclure mon analyse, Beaumarchais propose dans cette scène une scène comique, grotesque, de par sa situation de sa situation et aussi du jeu de rôle qui a été proposé au travers du personnage de la comtesse. Le conte est ridicule, drôle, car il pense maîtriser la situation et l'échange qu'il a avec sa présumée maîtresse. Beaumarchais, ici dans cet extrait, illustre le maître comme ridicule, qui est assez courant dans les pièces du XVIIIe siècle. On a l'image du valet qui ridiculise le maître. Alors là, je vais passer à la partie question de grammaire qui m'a été proposée, à savoir les modalités de la phrase. Donc on distingue 4 modalités de phrase. Tout d'abord la phrase déclarative, qui formule une déclaration, un fait supposé, affirmé ou nie. Elle peut être donc, affirmative, négative, emphatique, dubitative. On peut relever dans cet extrait, en vérité, suivons, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivions ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez. L'amour n'est que le roman du cœur, je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'humaine si respectable. Après, il y a la phrase interrogative. Donc elle exprime une question, une demande. Elle est souvent caractérisée par l'emploi de pronoms interrogatifs. Surtout quand la question, la réponse à la question est posée par un oui ou par un non. Et on la repère aussi par l'utilisation du point d'interrogation dans la phrase. Bon, dont mon relevé. A-t-elle ce bras ferme et rondelé, ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie? Ainsi l'amour, vous ne l'aimez plus, que vouliez-vous en elle, que sais-je? La phrase exclamative, pour la troisième modalité, donc caractérisée par l'emploi de pronoms exclamatifs, une intonation descendante, et on la repère aussi grâce à l'intensité qu'elle émet. J'ai pu relever dans l'extrait « Mais quelle peaufinée douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Oh, la prévention, je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Elle nous aime, où l'on recherchait le bonheur, à quelle leçon ?» Et enfin, la phrase injonctive, qui a fonction d'énoncer un ordre, un commandement, un souhait. On la repère grâce à l'emploi de l'impératif, l'infinitif ou encore le subjonctif. Il faut savoir aussi que les modalités de la phrase comportent des formes différentes, donc qui peuvent différencier, permettent de différencier les structures des phrases et aussi de l'expression du message. Elles peuvent se combiner bien sûr avec les types de phrases.
Donc la forme négative ou positive. À savoir que l'extrait comporte pas mal de phrases négatives. L'amour n'est que le roman du cœur, qu'elle n'étudie pas assez, vous ne l'aimez plus, je ne sais pas, je ne sais quoi. Après on a la forme active ou passive. Donc c'est active ou passive. Donc seules les phrases avec un verbe transitif en fait peuvent être à la forme active ou à la forme passive. La forme personnelle ou impersonnelle. Donc la phrase à la forme personnelle est généralement construite avec un verbe dont le sujet est précisé. Et la phrase impersonnelle est utilisée par l'emploi du pronom il. Pour transformer une phrase à la forme impersonnelle, il suffit d'utiliser il comme sujet pour le déplacer le sujet après le verbe. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est un extrait qui peut être présenté dans le programme de seconde bac pro, dans le thème dire et se faire entendre, la parole, le théâtre, l'éloquence. Le programme donc, de seconde bac. Bien. Bah, je vous remercie. Alors, vous avez parlé à peine 15 minutes. Vous avez commencé à 14h12 et vous avez parlé 18 minutes. Alors, comment rallonger? C'est facile. J'étais un peu vite, je pense. Ouais. Vous avez parlé un peu vite. Et puis, il fallait vous appuyer davantage sur le texte pendant l'explication. Et pour la question de grammaire, comme pour la question de... Alors, je vais reprendre d'abord ce que vous avez fait, pas fait. Ça, je vous donnerai, mais vous avez tout noté. Je vais prendre une note sur... Vous voulez des feuilles hein? Moi, Comme vous voulez. j'en ai. Ah, ok. Comme ça, vous avez... Merci. Et puis après, je vous poserai des questions. Donc, vous voyez, c'est pas... Ah non, c'est bon, moi j'en ai des feuilles. Je proposais de t'en dire. Là, franchement, vous voyez la moyenne, c'est sûr et certain. Et vous êtes bien au-delà de la moyenne de l'épreuve. Donc, il faut juste stabiliser la méthode. Donc, on en fera un quand même d'oral. Hein, d'accord? Juste une petite chose que j'ai remarqué pendant que j'ai préparé l'épreuve, je trouve que 2h30, c'est... Faut pas perdre de temps, quoi. Comment? Faut pas perdre de temps. C'est pour ça que pour les donner, j'ai fait attention à bien vous l'envoyer, pas trop avant, pas trop après, parce que oui, c'est très juste. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que... Après, là, au début de l'année, vous étiez incapable de préparer un 2h30. Là, vous êtes capable de le faire. Oui. Donc, enfin, si vous avez une deuxième année de préparation, là, vous seriez hyper à l'aise. Hein. En fait, c'est juste, ça a été le temps de la mise en C'est le timing qui court. Hein? C'est le timing qui court pour l'année, en fait. Ouais. Bah, c'est surtout parce que vous avez eu une moyenne d'année, enfin, le point sur les temps d'études, c'est quand même pas mal. Mais bon, vous voyez, l'an dernier, il y avait Étienne qui était dans le même cas, puis Marie-Belle. Bon, donc je pense que c'est bien. Donc, alors, l'intro, c'était pas mal. Alors, vous avez dit, vous avez commencé par une phrase nominale, en fait, à un moment, le Bernier de Séville qui raconte, et en fait, il n'y avait jamais eu de verbe. Donc, le Bernier de Séville, vous avez commencé par une proposition subordonnée relative, enfin, pas commencé à un moment, et il n'y a jamais eu de verbe. Donc, il n'y a pas, vous faites des phrases un peu trop longues pour l'oral, donc un sujet, un verbe, un complément. Et vous enchaînez différentes phrases. Bon. Ensuite, vous dites que que le comte d'Almaviva courtise la fiancée de Figaro. C'est plus que ça. En fait, il veut exercer son droit de cuissage, qui est un droit un droit non dit de la noblesse. En fait, donc il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc, exercer son droit de cuissage. Et en fait, en disant ça, en fait, vous allez avoir une question là-dessus. C'est quoi le droit de cuissage? Il faudra que vous sachiez l'expliquer avec un peu d'humour. Hein. Donc, lecture de l'extrait. Donc, vous ne demandez pas si vous lisez. Alors, juste avant, ça aurait été bien de situer un tout petit peu le passage. En fait, ce que vous avez situé après, en fait, il faut bien situer le passage avant. D'accord. Je pense que vous ne l'avez pas fait. Notre extrait se trouve à l'acte 5. Si, j'ai situé l'extrait, mais je l'ai fait juste après la présentation du mariage de Figaro. Ah bon, moi j'ai pas fait attention là. Juste avant de commencer l'analyse de l'extrait. Je confirme, il a bien précisé la place de l'extrait. Oui. D'accord, bon, alors Scène 7, acte 5, et ensuite j'ai indiqué que c'était le dénouement de la pièce.
Et puis, Oui. Alors, le dénouement, l'acte 5 qui constitue le dénouement, mais vous l'avez fait après la lecture. Oui. Donc, il faut le faire avant. Donc, D'accord. notre extrait société à l'acte 5 qui constitue le dénouement, il vaut mieux le faire avant. Là, vous lisez le passage. Alors, la question que vous alliez me poser, c'est concernant les didascalies. On ne les lit pas. Je me suis absolument pas posé la question et je me suis retrouvé là devant vous et je me suis dit, je les lis, je les lis pas. Donc, on ne lit que ce qui s'entend au théâtre. Ok. Donc ça, si jamais on vous demande pourquoi vous n'avez pas lu les didascalies, vous dites qu'on ne lit que ce qui s'entend au théâtre, sauf dans certaines pièces du 19e, dans des drames romantiques, où les didascalies sont tellement longues qu'on peut s'autoriser à les lire, et dans ce cas-là, on précise qu'on les lit. Et ça, vous pouvez le dire au 19e. Dans le drame romantique, en fait, il y a des décors énormes. Donc, on nous décrit par le menu, on peut avoir une page de didascalie. Donc, vous pouvez dire, en fait, qu'on ne lit pas, sauf dans le drame romantique au 19e. Alors, par exemple, Ruy Blas, Lorenzaccio, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous parlez d'une pièce que vous connaissez, ou sur laquelle vous avez des choses à dire, parce que comme après, on peut vous poser des questions là-dessus. Bon, donc on peut vous demander pourquoi vous n'avez pas lu. Donc ça, c'est la réponse à apporter. Ensuite, analyse de l'extrait. Non, vous ne dites pas, vous dites maintenant, je vais analyser l'extrait. Je vais analyser les enjeux de l'extrait. Donc maintenant, je le note, hein. Oui. Maintenant, je vais procéder à l'analyse des enjeux de la scène. Alors, pensez, là je vous fais tout un tas de remarques. Ce que je vous conseille de faire après, une fois rentré chez vous, c'est de vous faire un petit plan du déroulé. D'accord? Puis vous me l'envoyez et je vérifie si c'est bon, ce que vous en avez retenu. Pour savoir si j'ai bien saisi la structure. Ensuite, alors très bien, vous avez dit que c'était une scène de théâtre à l'intérieur d'une autre. Oui, ça c'est exactement ça. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce procédé? Non. C'est une mise en abîme. J'ai pas pris mon tableau. Alors, mise en abîme, ça s'écrit M-I-S-E, mise, plus loin en, plus loin abîme, A-B-Y-M-E. Alors, l'orthographe n'est pas celui du mot abîme avec un I accent circonflexe. Et c'est une expression de Gide. L'expression vient de Gide dans les faux monnayeurs. Et dans les faux monnayeurs, en fait, un personnage écrit les faux monnayeurs et il tient un journal des faux monnayeurs. Donc, en fait, on voit l'écrivain qui tient un journal sur le livre en train de s'écrire, mais qui est un personnage. Donc, c'est ça, en fait. Et le théâtre dans le théâtre, c'est un procédé baroque, donc qui remonte au XVIIe. Donc le théâtre dans le théâtre, c'est très baroque, donc on trouve beaucoup ça chez Corneille. Alors, ensuite, la problématique. Nous verrons comment Beaumarchais donne un aspect comique, et vous aviez dit... C'est quoi votre problématique? Alors, comment, au travers du jeu de rôle, Beaumarchais donne-t-il un aspect comique aux confidences du conte? D'accord. Donc, ça c'est bien. Alors, pensez à l'énoncer assez lentement. Parce que pensez au jury, j'en sors. Franchement, quand un candidat débute au début de l'introduction, qu'on n'a pas le temps de prendre des notes, c'est pas terrible. Après, donc là vous énoncez, vous faites une petite pause et vous dites, nous verrons comment. Ensuite, il faut annoncer la démarche. Donc, il faut dire si vous allez faire une explication linéaire qui suivra les mouvements du texte. Nous procéderons à l'explication linéaire de cet extrait en suivant ces mouvements, donc à travers les différents mouvements de l'extrait. Nous procéderons à une explication linéaire en suivant les différents mouvements de l'extrait, pas les différentes parties, les différents mouvements de l'extrait, ou bien nous procéderons à une lecture analytique de l'extrait, en fait ça correspond à un commentaire composé mais à l'oral, ou bien nous procéderons
une lecture analytique de l'extrait selon les 3 axes suivants. Et là, vous annoncez vos axes, ce que vous n'avez pas fait, parce qu'on les a découverts au fur et à mesure. Ok. Donc, annonce des 3 axes ou des 2 axes, des axes que vous allez suivre. Explication linéaire ou lecture analytique, ça va. Et les deux sont 2 modalités de l'explication littéraire. D'accord. Le terme générique, c'est... Donc ensuite, alors après les mouvements, ça allait. En fait, ce qui a fait que... Alors, le gros défaut de votre explication, c'est que vous tombez dans la paraphrase. J'ai eu l'impression aussi. Ben oui. Or, en fait, il y a plein de moments où c'était facile d'en sortir en analysant le vocabulaire, les figures, les modalités de phrase, par exemple. En fait, vous avez les modalités de phrase à étudier. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette question? Donc, en fait, moi, je trouve que c'est plus logique de commencer par la question de grammaire. Et puis, après, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise de le faire à la fin, vous le faites après. Mais en fait, il faut dégager l'intérêt. Vous préférez le faire après? Ça dépend. Là, par contre, quand vous m'avez donné le sujet, j'ai commencé la question de grammaire, mais pas dans l'analyse du texte. J'ai repris les différentes modalités. En fait, la question de grammaire qu'on vous donne, elle a un intérêt stylistique. Ouais. Alors, vous pouvez dire, je commencerai par traiter la question de grammaire, car elle avait un intérêt stylistique pour l'étude de l'extrait. Donc, vous présentez le mariage de Figaro, vous situez l'extrait, et après, donc vous lisez, et vous dites ensuite que vous allez commencer par traiter la question de grammaire qui avait un intérêt stylistique. Ou bien, vous présentez le mariage de Figaro, vous traitez la question de grammaire et vous dites qu'elle a un intérêt stylistique et vous concluez sur lequel. Et après, vous resituez un petit peu le passage, vous lisez le passage et vous faites votre explication. Alors, attention à bien marquer sur votre brouillon lecture, notez-le. Parce que ça, l'émotion, c'est le genre de choses qu'on oublie. Et vous voyez, comme vous lisez bien, vous avez tout à fait intérêt à lire. Alors, donc, à la ligne 2, par exemple, votre analyse, elle fait tout à fait la route. Et quelle est la modalité de cette phrase? C'est quelle phrase? À la ligne 2. Attendez. Pour la prévention. Ah, quelle leçon! C'est plus tard dans l'extrait. Ça, c'est un autre. L'extrait commence par mais quelle peau douce et fine et douce, pardon. Et après, on a la prévention de la part de la princesse. En ligne 2, voilà. Ça veut ça. Alors, la prévention. Quelle valeur? Alors, comment est-ce qu'on appelle déjà ce O? Vous savez comment ça s'appelle? O, A, une onomatopée et une interjection aussi. La prévention, c'est une interjection. Donc, O, la prévention. Donc, c'est jeté entre 2 points de... Alors, comment est-ce que vous voyez ça? Alors, comment est-ce qu'on appelle aussi le fait qu'on dise la comtesse à part? C'est un... Est-ce que c'est ça au théâtre? Un aparté, A-P-A-R-T-E. En fait, elle s'adresse au public, mais pas à l'autre personnage. D'accord? Donc, le comte ne l'entend pas. Donc, évidemment, ça relève de la convention, parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas dire... faire des petits commentaires comme ça fait longtemps. Alors, du coup, elle s'adresse un peu au public. Oui. La prévention. Que fait la prévention? Elle se moque. C'est de l'ironie. Ouais. Elle vient de, elle pourrait dire aujourd'hui, on dirait quel ment.
Hein? Oh le vent! Donc vous pouvez traduire, vous diriez aujourd'hui, les jeunes diraient oh le vent! Bon, c'est très ironique. Donc, quelle valeur a cette phrase du conte? Ah, ce brave père Méroglé, ses jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie. Quelle mignonnette! C'est hypochoristique. Vous vous rappelez? Donc c'est un peu affectif. Quand on joue avec un bébé et qu'on lui dit oh, qu'il est beau le bébé, oh, qu'il est beau, bon, voilà, c'est ça en fait. Là, il lui parle à la troisième personne, et cette troisième personne a une valeur hypochoristique. Alors, elle reprendra bien un petit thé. D'accord? Ça, c'est vraiment le serveur qui vous parle à la troisième personne. Voilà, c'est un peu obséquieux, hypochoristique. Donc, et puis, donc, cette troisième. Alors, vous voyez, par rapport à ce que vous avez dit à la deuxième ligne, il fallait juste interpréter les exclamations, les modalités de phrases exclamatives. En fait, il faut nommer les procédés que vous identifiez. Donc, après, par exemple, dans le second mouvement, donc, quelle valeur a ainsi l'amour? Qu'est-ce qu'elle attend là? Quelle est la valeur de cette phrase interrogative? Ainsi, l'amour. Elle attend qu'elle dirige sa phrase auprès du conte. Oui, en fait, cette phrase interrogative est une fausse interrogative puisqu'elle l'invite à poursuivre, à développer sa pensée. Donc, ce qu'il fait tout de suite, après vous ne l'aimez plus. Donc, en fait, les interrogations étaient très intéressantes parce qu'en fait, on voyait que par les interrogations, c'était la comtesse qui était maîtresse du jeu et non pas le comte, puisque c'est elle qui dirige le dialogue, comme vous l'avez dit. Oui. Et puis, elle exprime son ironie. Et en même temps aussi, dans les modalités, donc elle le dirige par les modalités interrogatives, elle lui donne des ordres, dites donc. Donc en fait, c'est pour ça qu'il était intéressant d'utiliser les modalités, parce qu'on voyait qui était le maître du jeu. Et en même temps, ça lui permettait de s'exprimer. Alors ça, c'est quoi c'est quelle fonction? Quelle leçon quand elle dit ce qu'elle ressent, elle, dans les apartés. Finalement, il n'y a que la modalité exclamative dans laquelle elle est elle-même et dans les apartés. Et ça correspond à quelle fonction du langage, là? Le fait d'exprimer ses sentiments, la fonction expressive. D'accord. La fonction lyrique aussi. Fonction lyrique, fonction expressive du langage. Vous revoyez le schéma des fonctions des langages de Jacobson. Pour vous rappeler, on l'a fait, on l'a vu. Voilà. Alors, par exemple, quand à la ligne 7, vous disiez je l'aime beaucoup, mes 3 ans d'union rendent l'image respectable. Ok, avec tout ce que vous avez dit sur l'interprétation. Ce qu'il fallait dire, c'est que je l'aime beaucoup, je l'aime est un verbe normalement intransitif lorsqu'il exprime l'amour. Je l'aime, transitif direct, j'aime un tel. Et il n'y a pas de complément circonstanciel de manière. Dès qu'il y a un complément circonstanciel de manière, ça exclut l'absolu. Normalement, lorsqu'il exprime l'amour, c'est sans condition, ça exprime l'absolu, et donc on n'a pas de complément circonstanciel de manière. Mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup, voilà, ça n'est pas aimer, c'est éprouver de l'affection. Ouais. Donc en fait, le verbe aimer change de sens quand il est suivi d'un complément circonstanciel de manière. D'accord. Donc ça, il fallait juste le dire. Et puis, en fait, dire que finalement, l'amour était tout de suite, contrairement à ce qui semblait, puisqu'il répondait par l'affirmative, en fait, on se rendait compte que l'amour n'était pas de l'amour, mais de l'affection, puisqu'il y avait un complément circonstanciel de manière qui nuit à l'absolu de l'amour, et puis l'adversative introduite par la conjonction de coordination. Mais
mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. D'accord? Donc en fait, de l'affection, et puis une définition sociale du mariage. Ensuite, grand 3, troisième mouvement. En fait, vous avez dit, là c'était vraiment de la paraphrase, et donc il fallait relever des choses dedans en fait. C'était la lassitude de l'amour. Oui, la lassitude de l'amour. Il suffisait de s'appuyer sur des relevés analysés, et vous pouvez en relever. Alors, relever les champs lexicaux par exemple. C'est vrai que j'en ai parlé. En fait, en gros, ce qui est dit, c'est que une fois, un amour inconditionnel étant le désir, dans le fond, ce qui est dit. Donc, ce qui est dit, c'est que finalement, la satiété, c'est le fait de remplir un besoin, et il n'y a plus de désir, et donc plus de bonheur. En fait, le bonheur et le désir se définissent dans la quête, et non pas dans le but atteint. Donc, l'expression du haut degré, tout, si, obligeante, toujours, sans relâche, en fait tout ça est l'ennemi de l'amour. Donc en fait il faut relever l'adverbe intensif, si, l'expression lexicale c'est toujours si constamment obligeante et toujours et sans relâche, les compléments circonstanciels de manière qui lexicalement exprime la continuité. Donc finalement le champ lexical de la plénitude est la définition inverse de ce que constitue l'amour. En fait, tue l'amour est un tue l'amour. Tandis que l'absence, un refus, en fait, c'est le bas degré, moins d'uniformité, un refus. Finalement, c'est la négation qui permet d'entretenir le charme et le désir. Ensuite, très bien, vous avez parlé du nous qui permet d'universaliser le propos. Donc ça c'est parfait. En fait, oui, effectivement, donc il faudrait dire donc, le passage de la P1 à la P4, ou bien de la première personne du pluriel à la première personne du singulier à la première personne du pluriel, permet d'universaliser le propos. Ce que vous avez fait, mais vous avez relevé, oui, dit qu'on passe du jeu au non, mais vous n'avez pas analysé ce passage. Et donc en fait, il suffit de dire, on passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. Ah, quelle leçon! Alors, donc là, on est revenu sur les exclamatives qui sont le seul endroit qui correspond. On voit une coïncidence entre les exclamatives et les apartés, et ça correspond au seul moment où la paresse s'exprime. Alors, conclusion. Très bien, parce que en fait, vous avez répondu à votre question. Donc ça, c'est capital. Hein. Vous posez une problématique en introduction, il faut y répondre en conclusion. Alors d'ailleurs, votre problématique, comment, en quoi, dans quelle mesure, il faut que vous le reteniez. Ne dites pas comment, sinon on est dans une étude de style. En quoi ou dans quelle mesure. Je vous donnerai mes notes après, je vais les garder parce que comme on va reprendre avec Blaise aussi, je pourrais faire des remarques par rapport à ça. Alors, oui, c'est très bien en fait dans ce cadre-là, c'est montrer que finalement, en fait, on voit une inversion des rôles puisque le comte Albertiva qui s'imagine grand séducteur et se voit grand séducteur est finalement joué, et c'est lui qui est le personnage de la comtesse, et son illusion de maîtrise se dégroupe avec le grotesque dont il fait l'objet. Et alors, comment
Donc c'est d'ailleurs le cas souvent parce c'est le valet donc il a le pouvoir dans ces pièces et on dit que le valet est maître du jeu. En fait, on parle du valet maître du jeu. D'accord. D'accord. Alors, en grammaire, il fallait donner. Alors, c'était bien pour la référence et l'inscription dans les programmes. L'intérêt de cette question, on l'a vu, hein, mais j'en parlerai après dans la reprise. La phrase déclarative, le relevé, la phrase interrogative. Alors, en fait, il faut donner une définition d'abord globale de la notion. Et puis, annoncer le plan. Dans la question de grammaire, vous voulez dire ? Ouais. Faire un plan dans la question. Définition globale de la notion, annoncer le plan suivi, Ouais. donc les différents types de modalités. Et puis après seulement, vous faites grand 1, la phrase déclarative, et vous faites le relevé. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de faire le relevé en intro. D'accord, mais il faut annoncer le plan. Nous appuierons successivement les 4 modalités de phrase, à savoir, alors, actif, passif, personnel, impersonnel, ça sort du sujet, il ne fallait pas faire une partie. Sur les formes, c'est ça ? Comment ? Ne pas mettre les formes dans les... Non, en fait, vous pouviez analyser les occurrences, faire des remarques ponctuelles, Ouais. mais c'est hors sujet. D'accord. Donc, Je pensais que les formes, c'était inclus aussi dans les modalités. ouais, non. Donc ça reste vraiment sur les 4 formes de modalités. Vous verrez en fait, alors, là je vous donne un plan, mais sinon après vous suivez le plan de grammaire, je vous donnerai un autre plan. Ouais. En fait, il y a les formes qui sont liées à un acte de langage, assertion, interrogation, injonction, exclamation. Oui. Et puis après, il y a les types facultatifs, emphatique, négatif, impersonnel. Ça peut en relever, mais c'est plus simple de s'en tenir. D'accord. Il faut rester vraiment sur... Bon, oui, enfin, après, je vous donnerai, hein, vous verrez. Ok. En fait, il y a plusieurs. Moi, je pense que c'est plus simple. Alors, après, je vous donnerai interrogation. Mais c'est pas faux, hein, ce que vous avez dit. Hein. Bon, sinon, c'était pas mal du tout, en fait. Alors, on vous posera des questions sur le mariage de Figaro. En fait, vous aurez des questions sur la pièce, enfin, pour vérifier que vous l'avez lu dans le détail. D'accord. Donc, vous l'avez lu. Ouais. Mais après, c'est pas l'exemple le plus, je vais pas dire compliqué, mais le mariage de Figaro, ça se lit plus, enfin, un Qu'est-ce qui monstre. vous pose plus de problèmes? Les regrets du Bélé et Colette de Sido, Colette. Alors Sido, ça se lit super bien, mais c'est en fait le côté très approfondi de l'image de l'enfance, avec les jardins, etc. Et
si j'ai des choses à côté, enfin, des questions qui vont porter à côté de ça, j'ai peur Alors de... ça, vous pouvez dire par exemple, voilà, ça serait très bien, mais je trouve que c'est compliqué de rentrer dans la subjectivité de l'auteur, puisque, enfin, en fait, vous expliquez votre ressenti en vous appuyant sur la lecture, parce que ça, moi, il y a des poèmes que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Ouais. C'est pas que je les comprends pas, mais je vois pas l'intérêt d'en faire l'explication. Donc ça, vous pouvez le dire. Hein. Que c'est quand même, enfin, ça vous semble tellement subjectif que vous pourrez tout dire et son contraire. Mais dans les rapports, j'ai lu qu'on avait le choix en fait entre deux textes. Entre deux. Enfin, deux œuvres. Mais il ne faut pas tomber dans le piège justement de la facilité parce que dans le rapport que j'ai lu, c'était celui de 2019 du coup. À la facilité, ce serait si il y en a beaucoup qui ont fait ça en prenant les fables par exemple et qui se sont plantés en fait. Mais les fables, alors vous avez vu, là, pour le coup, les fables, nous, on les a expliquées en fait, vous pourriez vous en sortir facilement. C'est toujours pareil en fait dans le corpus que vous avez de fables. En fait, si vous avez le choix entre du Bellay et un autre, vous pouvez prendre du Bellay. Parce qu'en fait, on a bien délimité. Il faut que vous sachiez par contre parfaitement, vous vous rappelez les différentes parties des regrets. En fait, vous avez donné le plan. Et il faut absolument que ça vous le connaissiez. Donc, il y a alors moi je ne l'ai pas en tête, hein, mais de tel poème à tel poème, ça correspond à telle partie. Et en fait, il faut que vous énonciez toutes les parties dans votre introduction et que vous disiez après que votre poème il se situe dans telle partie. Pareil pour La Fontaine, du coup, c'est exactement le même schéma. Ben oui. En fait, vous n'avez pas encore fait vos intros. Si, je les ai. Vous les avez sur votre ordi. Ouais, je peux j'ai pas imprimé, ouais. Sinon, je pourrais vous les envoyer. Mais je vais les regarder, hein, Alors du coup, en fait, je pourrais vous donner pour m'y faire penser, ou bien vous faites les photos, ça sera plus simple, de ce que vous avez fait, la correction. Alors c'est un corrigé très très long. Ah, ça c'est la correction de l'extrait ? Ouais. D'accord. Alors c'est une explication de cas. Moi c'est le bouquin que je faisais, alors allez-y. D'accord. Allez-y, photographier. Donc là il y a des conseils méthodaux. Et en fait vous allez donner les conseils méthodaux et de l'envoyer. C'est beaucoup trop long par rapport à ce que vous aurez à faire. Alors, vous savez que vous devez parler 30 minutes. Il faut parler entre 25 et 30, surtout pas au-delà. Mais bon, là, il n'y a pas trop de danger. Alors, quand on vous pose des questions, il faut essayer de répondre précisément. Surtout pas vous emparer de la parole pour développer un tas de trucs. Enfin, vous pouvez rebondir, mais de façon limitée, parce que sinon, après, c'est agaçant. En fait, on n'arrive pas. Enfin, moi, ce que j'ai vu, là, j'arrivais pas à récupérer la parole. Donc, d'un moment, on renonce. Mais de fait, on ne pose pas d'autres questions candidats. Une fois qu'on a la réponse, c'est bon. Et la nature des questions, ça va être sur, je sais pas, qu'est-ce que l'auteur a cherché à faire dans ce passage Ce que je vous ai posé. En fait, en revenant, on revient sur l'explication dans un premier temps, et après on élargit. Donc on élargit. Alors après, on élargit à l'œuvre. Après, on peut poser une question sur une autre œuvre. Quelle est l'œuvre que vous avez préférée et pourquoi? Donc pensez à... Dans l'ensemble des œuvres à étudier cette année. Et au bout d'un moment, en fait, c'est quoi votre roman préféré? Ou quel est le dernier roman que vous avez lu? Ou la dernière pièce de théâtre que vous avez vue? D'accord. Donc il faut être au point. Il faut que vous ayez un truc sous la main, un truc qui ne paraisse pas de seconde main, quoi. Donc le dernier film que vous avez vu, que vous avez aimé. Donc sinon vous préparez un truc, alors vous dites ça c'est un vieux film, mais je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il faut que ce soit spontané quand même, on ne peut pas mentir. Enfin, si vous l'avez préparé, vous pouvez le faire. Je peux vous dire qu'il y a des candidats qui avaient préparé leur truc. Oui, mais c'est pas... Enfin, je trouve ça n'a pas l'intérêt de dire ouais, mon film préféré c'est ça, si au final... Ah non, mais il faut que ce soit votre film préféré. Vous n'êtes pas obligé de dire un truc hyper littéraire pour faire plaisir au jeu. Il faut que vous parliez de votre film préféré. Moi j'ai eu des gens qui m'ont parlé de séries.
et qui était capable d'argumenter sur les raisons des séries qu'il préférait. Donc ça, vous pouvez le dire. Hein. Non, vous choisissez vraiment quelque chose que vous aimez. Et oui, non, c'est... Mais par contre, en fait, ça sera peut-être pas spontané parce que vous l'aurez préparé avant. En fait, il faut que vous le prépariez maintenant. Bien avoir des arguments à donner, et puis vous le notez, en fait. Dernier film, dernier livre, vos livres préférés. Donc dernier film, vous pouvez dire, bon là avec les cinémas fermés, j'ai pas eu trop de temps d'aller au cinéma, mais j'ai revu un film que j'adore. Hop, vous enchaînez sur le film. Pareil, roman, pièce de théâtre, Vous pouvez dire pour le théâtre, si vous n'alliez pas trop au théâtre, que justement, vous avez vraiment découvert ce que ça pouvait être le théâtre cette année, que ça vous avait donné envie d'y aller, mais malheureusement, c'était fermé. Moi, je peux dire qu'on était loin de pièce. Et que regarder le théâtre vous avez tenté de regarder le théâtre, mais que à la télé, c'est quand même pas... Ça dépend. J'avais oublié Blaise. Ah oui, j'ai pas regardé vos trucs. Ou bien on regardera ça. Si vous voulez. Vous voulez encore en passer une de colle ou... Bah oui, on peut en faire une. Si vous avez un créneau la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Bah ouais, ça serait uniquement en début d'après-midi, je pense. Ouais, on peut faire comme ça, ouais. Juste, moi je passe le samedi 26, juste la semaine du 26, ne plus faire, enfin j'ai demandé aussi à Madame Ingleberg, mais elle était d'accord avec moi. Non, mais il faut faire de colle, sinon ça va nous embrouiller. C'est juste la semaine prochaine. Donc oui, c'est bien. Ouais, la semaine prochaine, on trouvera un créneau. Comme ça, en fait, je regarderai peut-être avec vous. Vous m'enverrez les documents, on fera un partage d'écran, puis on commencera en même temps. Les documents de... Vos trucs. Ah, oui, ok, très bien. Ouais, c'est comme vous voulez, la prochaine fois on peut... Et du coup, là, si on refait une vidéo... Là, je le prépare souvent. En fait. Ouais. Là, c'est parce que je voulais vous voir, mais c'est bien en fait. Il faut garder les mains aussi au-dessus de la table, mais la posture c'est bien. Ok. J'étais un peu vite parce que je pense que j'ai été un peu dans le... Mais ouais, et puis vous voyez avec le typo, si vous appuyez tout, si vous appuyez sur le texte, n'oubliez pas de citer les milieux du texte quand vous citez le texte. Alors ouais, j'ai une question par rapport à ça. Le jour de l'examen, on aura un polycopier avec les... Parce que là, en fait, je pense qu'on n'a pas la même version. Du coup, moi, j'ai ligne 400, 450. Ouais, si. En fait, là, moi, j'ai numéroté de 1 à... En fait, soit vous aurez les mêmes versions que celui de votre examinateur. Alors, en fait, je pense qu'avec le Covid, vous aurez des polis. D'accord. Avant, vous donnez des livres, mais prenez quand même du papier calque et des trombones pour pouvoir écrire dessus, vous savez. Donc, on n'aura pas besoin de nos œuvres pour... Ah non, de toute façon, vous n'avez pas le droit aux Parce œuvres. que... Parce que... Mais je pense... Là, vous avez quand même des présentations. Envoyez à Madame Chudi un mail pour lui demander si au CAPLP, on vous donne les œuvres entières. C'est normal parce que vous êtes censé pouvoir naviguer dans l'œuvre, ou bien, préparez vos deux.
Oui, De toute moi ça façon, me vous paraît n'aurez plus pas le logique. droit à vos propres documents. Parce qu'en fait, quand vous avez l'œuvre, vous avez quand même une présentation de l'auteur, ce genre Oui, de oui. choses. Mais après, on vous donnera une œuvre, une autre. Hein, mais- Ouais. Ok. Donc là, c'était le APD du coup, hein, c'est ça? Alors là, c'était le MSP. Ah, là, c'était le MSP. Alors ouais, il y a deux choses. C'est pas évident à comprendre. En fait, il y a deux épreuves. Enfin, il y a l'histoire-géographie et le français. Oui. Donc, en histoire-géographie, on a le APD, l'épreuve appartient à un document. Donc en fait, vous avez 2-3 documents. Vous faites une présentation des documents et vous faites un commentaire scientifique du document. Ça rapporte le document. Et ensuite, vous devez expliquer dans quel cadre vous l'intégrerez le document choisi dans un cours. Ouais. Par exemple, dire ouais, je le mettrai dans le programme de première, comme je l'ai fait. Ça, c'est le APD en histoire géo. Après, le MSP en histoire-géographie, on a un corpus de textes. Oui. Ça peut être 6 à 8 documents. Et en fait, là, on doit faire un Est-ce cours. que vous pouvez D'accord. passer derrière, comme ça, monsieur Macarel, Oui. il sera là. D'accord. Et Donc- là, en fait, en lettres, le MSP, c'est l'inverse. D'accord, C'est ok. Le Vous commentaire. pouvez mettre vos affaires là, Vincent. Comment Dépassez vos affaires. Oui, oui, excusez-moi. Parce que là, c'est vrai que pour cette épreuve, j'ai trouvé qu'on ne parlait pas beaucoup pédagogie, donc je me suis demandé est-ce que c'est le APD ou c'est bien C'est le MSP. Et là, du coup, c'est pédagogie, l'inverse. En lettres, c'est le APD. D'accord, ok. Là, on doit faire une séquence. D'accord, donc en fait, en lettres, c'est l'inverse. On a un corpus, ouais, en fait, c'est parce qu'ils ont changé les épreuves entre eux. D'accord. En fait, le corpus, avec l'élaboration de la séquence, c'est le APD en lettres. D'accord. Ah. De la séquence. Ok, très bien. Parce que franchement, je connaissais pas du tout l'épreuve, parce qu'en fait, j'avais lu les rapports du jury, mais je trouvais les informations assez vagues. Ah, disons qu'en fait, il y a 2 épreuves dans 2 disciplines. C'est ça, mais en fait, Et ça, en fait, d'une discipline à l'autre, l'épreuve a des nuances en fait. ouais, Le APD en histoire géo, c'est pas le APD dans les lettres. ça doit être, ouais.